Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à sa droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Le véhicule noir doit ralentir et placer le pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ici, comme tu le vois, on est sur une intersection. On est sur une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, un stop. Regarde aussi le véhicule à droite. La personne qui a dans le véhicule à droite ne regarde pas à sa gauche. Elle ne regarde pas vers le véhicule noir. Et ça a toute son importance. Alors, regarde l'animation qui arrive. Ici, le véhicule à droite a un stop. Cela veut dire qu'il doit laisser la priorité au véhicule sur l'intersection. Ici, le véhicule noir. Donc le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à droite. Cependant, regarde bien, donc la dame ne regarde pas le véhicule noir. Donc là, le véhicule noir a tout intérêt de ralentir et de placer le pied devant le frein en passant cette intersection par mesure de sécurité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 2. Je me rabats immédiatement. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, comme tu le remarques, on vient tout juste de dépasser le camion. D'ailleurs, si tu regardes le rétro intérieur, on voit sur le rétro intérieur le bout du camion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu regardes l'animation, tu verras qu'en fait, effectivement, le camion n'est pas dans notre champ de vision, mais par contre, il est juste à côté de nous, sur notre angle mort. Donc, est-ce que je me rabats immédiatement ? Non. J'attends de voir le camion, l'avant du camion, sur mon rétroviseur avant de me rabattre. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 3. Si je tourne à droite à la prochaine intersection, la vitesse maximale autorisée ne sera plus de 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, comme tu le vois, on a un panneau de zone. Je pense que tu sais ce que c'est. À l'intérieur de ce panneau de zone, on a un panneau d'interdiction qui indique que la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h. Mais pour répondre à la question, il faut connaître la différence entre un panneau de zone et ici, par exemple, le simple panneau d'interdiction 30. Est-ce que tu sais quelle est la différence ? Eh bien, cette différence, c'est ce qu'on appelle l'étendue de prescription. Ces deux signalisations ont deux étendues de prescription différentes. Alors, c'est quoi une prescription ? Une prescription, c'est la règle. Par exemple, si tu prends un panneau 30, c'est-à-dire un panneau d'interdiction 30,
la prescription ou la règle, c'est que tu ne peux pas dépasser la vitesse maximale de 30 km/h. Donc la règle, c'est ce qu'on appelle la prescription. Et une étendue de prescription, c'est où cette règle commence et où cette règle se termine. Alors, prenons le cas d'une étendue de prescription pour un panneau d'interdiction. Peu importe le panneau d'interdiction, l'étendue de prescription d'un panneau d'interdiction, c'est quoi? Ça commence au niveau de l'implantation du panneau et la prescription se finit à la prochaine intersection. Ça, c'est l'étendue de prescription pour un panneau d'interdiction. Quelle est l'étendue de prescription d'un panneau de zone? Eh bien, la prescription d'un panneau de zone commence à l'implantation du panneau de zone et se finit à l'implantation du panneau de fin de zone. Et là, tu me diras, oui, mais si je tourne à droite à la prochaine intersection, peut-être qu'il y aura un panneau de fin de zone quand je vais tourner à droite. Eh ben non, parce que si la prescription s'arrêtait à la prochaine intersection à droite, ce qu'il y aurait ici, ce serait pas un panneau de zone, ce sera tout simplement un panneau d'interdiction, parce que l'étendue d'un panneau d'interdiction, elle s'arrête à la prochaine intersection. Donc, si je tourne à droite à la prochaine intersection, on sera toujours dans un panneau de zone, et donc la vitesse maximale autorisée sera toujours de 30 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. En tournant à droite, je risque de rencontrer un piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à droite, les piétons devront me céder le passage car le feu est vert. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors cette question, elle est super intéressante parce que vous avez beaucoup de mal, surtout en conduite. Surtout en conduite. Alors, ici, on est sur une intersection qui est gérée par une signalisation lumineuse. Il faut que tu saches que dans une intersection, les feux sont synchronisés. Alors, je m'explique. Ici, tu vois donc une intersection gérée par une signalisation lumineuse. Si le feu est vert pour moi, ça veut dire qu'il est aussi vert pour les véhicules qui roulent en sens inverse sur cette même route. Dans le cas général, dans 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Si le feu est vert pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les rues perpendiculaires à l'intersection, le feu est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si le feu est rouge pour la rue perpendiculaire, ça veut dire que le feu pour le piéton est vert. Donc, si, dans ce cas-ci, je tourne à droite, il y a de grandes chances que je puisse rencontrer un piéton. Et dans ce cas-là, il va falloir lui céder le passage. Pourquoi? Parce que lui, il a le feu piéton au vert. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 5. Dans cette intersection, le croisement s'effectue à l'indonésienne. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, tout d'abord, tu dois savoir qu'il existe deux types de croisements dans une intersection. On a le croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'avant, en se faisant face. Le croisement par contournement, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'arrière ou, plus communément, en se contournant. Dans notre situation, ici, le croisement s'effectue par contournement. Concernant la deuxième partie de la question, est-ce que, dans ce cas-là, j'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse? Donc ici, je veux tourner à gauche. Eh bien, non. Je vais devoir laisser passer les véhicules en sens inverse pour pouvoir tourner à gauche. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que je m'engage dans une voie qui n'est pas la mienne. Je change de voie. Deuxième raison, c'est que regardez, si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse, maintenant, ils viennent de ma droite. Et donc, c'est la priorité à droite qui prime. Donc pour ces deux raisons, je devrais leur laisser la priorité avant de tourner. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 6. La vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A, avant le panneau uniquement. Réponse B, après le panneau uniquement. Réponse C, avant et après le panneau. Alors, comme tu le vois, la signalisation indique un panneau d'interdiction où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Juste en dessous de ce panneau, on a ce qu'on appelle un panonceau. Un panonceau, n'oubliez pas, est là pour préciser le panneau qu'il y a au-dessus de lui. Et qu'est-ce qui a marqué sur ce panonceau? Il y a marqué « rappel ». Donc, cette signalisation nous rappelle que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La vitesse est donc limitée à 50 km/h avant et après le panneau. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 7. Le véhicule jaune est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, tu dois savoir qu'il existe différents types de stationnement ou d'arrêt infractionnels. Tout d'abord, tu as l'arrêt ou le stationnement abusif. Ensuite, gênant, puis très gênant, et enfin, le stationnement ou l'arrêt dangereux. Ici, on a affaire à un arrêt très gênant. Pourquoi? Parce qu'on est arrêté sur un passage piéton. Cette infraction est une contravention qui est punie d'une amende de 135 €. Alors attention, je vois beaucoup de personnes qui confondent infraction, contravention, délit et crime. Ce sont des choses bien distinctes. Je vous conseille vraiment d'aller dans la formation pour voir ces notions avec précision et acuité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Pour conduire, je dois placer le levier sur réponse A, la lettre D, réponse B, la lettre N. Une fois stationné,
je dois placer le levier sur réponse C, la lettre P, réponse D, la lettre R. Alors ici, tu as affaire à un boîtier de vitesse automatique. Donc pour les voitures automatiques. Tu dois savoir que chaque lettre qu'il y a sur le boîtier a son utilité. Le plus souvent, tu auras 5 lettres correspondant à 5 fonctionnements différents du véhicule. Tout d'abord, tu auras la lettre S pour séquentiel. Ensuite, tu auras la lettre D pour la conduite, la lettre N pour le point mort, la lettre R pour la marche arrière et la lettre P pour le stationnement. Donc, pour répondre à la question, pour conduire, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre D. Et une fois stationné, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre P. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 9. Je dépasse le second camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d'abord que tu saches ce que c'est qu'une distance de sécurité. Alors, c'est quoi une distance de sécurité? La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à une vitesse considérée. Alors, cette distance de sécurité, tu peux la calculer. D'ailleurs, tu dois savoir la calculer pour passer l'examen du code de la route. Pour ça, je te renvoie à la formation. Mais tu peux également l'estimer par rapport aux indices que tu as sur la route. Alors, sur route, pour pouvoir estimer ta distance de sécurité, il faut 2 lignes de rive, c'est-à-dire les lignes à droite, il faut 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant toi. Dans notre cas, si vous regardez bien, si je me rabats après avoir dépassé le premier camion, vous voyez bien qu'on n'aura pas ces 2 lignes de rive, ni avec le camion qu'il y a devant nous, ni avec le camion qu'il y a derrière nous. Donc on sera en infraction. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est de dépasser les 2 camions en même temps. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Dans cette situation, je serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regarde le rétroviseur gauche. On a un véhicule qui est en train de nous doubler. Alors, quelles sont les bonnes manières à adopter quand on te double et pourquoi? Alors, quand on te double, il faudra tout d'abord serrer à droite au maximum. Et ce pour 2 raisons. La première raison, c'est de pouvoir laisser un espace agréable pour que le véhicule puisse te doubler. Également,
regarde ici. Là, c'est le véhicule derrière toi quand t'as pas serré à droite. Regarde le champ de vision en vert. Et maintenant, regarde le champ de vision quand tu as serré à droite. Tu vois très bien que le véhicule qui est derrière toi a un plus grand champ de vision si tu serres à droite, et donc il peut voir plus loin. Également, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas accélérer, car si tu accélères en même temps qu'il te dépasse, il va avoir du mal donc à te dépasser et donc te rabattre, et donc une plus grande chance pour le véhicule qui est en train de te dépasser de rencontrer un véhicule en sens inverse. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 11. Cette signalisation indique réponse A, une ZFE, réponse B, une zone interdite à tous les véhicules, réponse C, une zone interdite à tous les véhicules thermiques, réponse D, une zone interdite aux véhicules disposant d'une vignette critère 4. Alors, comme tu le vois ici, on a une signalisation assez particulière. Mais d'abord, porte ton regard sur ce qu'il y a sur le panneau de zone. Alors, je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas ce panneau. Est-ce que tu connais la signification de ce panneau ? Si tu ne le connais pas, je te conseille vraiment de te former. Ce panneau-là, ce panneau-là que quasiment personne connaît, c'est un panneau interdisant la circulation de tous les véhicules, même les vélos. Alors attention, ça c'est un panneau. Lorsque ce panneau est inclus dans un panneau de zone, il a une autre signification. Il interdit l'accès de tous les véhicules dans cette zone, excepté les véhicules disposant d'une carte mobilité inclusion, excepté les véhicules d'intérêt généraux, excepté les cyclistes. De plus, comme tu peux le voir ici, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Ce panonceau qui précise le panneau qu'il y a juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce panneau ? Sauf catégorie. Et puis bon, là, il y a la catégorie des véhicules qui sont acceptés. Et c'est quoi ces petits numéros que tu vois sur le panonceau ? Ben, c'est les vignettes. C'est le numéro des vignettes qu'il y a sur les véhicules. Donc, qu'est-ce que veut dire cette signalisation ? Ça veut dire que dans cette zone, donc après ce panneau, dans cette zone, la circulation est interdite à tous les véhicules, sauf exception bien sûr, sauf les véhicules qui possèdent une vignette critère 1, 2, 3 et véhicule vert. C'est ce qu'on appelle une zone à faible émission. Vous savez, c'est tout nouveau, ce qu'on appelle une ZFE. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours.
avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 12. Dans cette situation, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une rue à double sens de circulation et on a un poids lourd qui tourne donc à sa droite, donc vers nous. Alors, il faut que vous sachiez que les poids lourds ont des rayons de braquage bien plus grands que celui d'une voiture. Donc, lorsqu'ils tournent, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent sur notre voie. Donc là, ce que je fais, c'est que je reste là où je suis et je le laisse finir sa manœuvre. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Ce véhicule transporte des matières interdites. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereuses. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, ce poids lourd qu'il y a en face de nous a 2 plaques derrière son véhicule. Tout d'abord, la plaque de gauche, orange, et la plaque de droite, sous forme losange, est verte. Que signifient ces plaques? Alors, tout d'abord, la carte orange. Cette plaque orange s'appelle plaque code de danger. Il indique que ce véhicule transporte des matières dangereuses. Alors si tu remarques bien, cette plaque est composée de 2 rectangles. Le rectangle du haut qu'on appelle code de danger, par exemple matière inflammable, voilà, c'est le code de danger si la matière par exemple est inflammable, et en dessous on appelle ça le code matière, c'est-à-dire le nom de la matière. Par exemple, je sais pas moi, de l'uranium. Ensuite, la plaque losange. La plaque losange, elle s'appelle la plaque symbole de danger. Elle représente le symbole qui est donné au danger. Il faut savoir que ces symboles sont catégorisés par classe et il existe plusieurs classes de symboles de danger. Ici, par exemple, tu peux voir la fiche qui répertorie ces classes. Par exemple, les plaques symboles de classe 1, oui, il y a marqué 1, représentent les matières et objets explosibles. Les plaques symboles de classe 3 représentent les liquides inflammables. Et tu vois, il y a marqué un petit 3 en dessous. Les plaques symboles de classe 5 qui correspondent aux produits qui favorisent l'incendie. Tu vois, il y a marqué 5 en dessous. Les plaques symboles de classe 7 qui représentent les matières radioactives. Ici, par exemple, dans notre cas, on a un losange vert avec un numéro 2 en dessous, qui représente les gaz, notamment ici les gaz non inflammables et non toxiques. Donc ici, est-ce que ce véhicule transporte des matières interdites? Bah non, si c'était interdit, il ne pourrait pas les transporter. Ce sont des matières régulées. Est-ce qu'il transporte des matières dangereuses? Bah oui, parce qu'il a 2 plaques, une plaque code de danger, une plaque symbole de danger.
Donc il transporte bien des marchandises dangereuses. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 14. Avant d'ouvrir ma portière, je vérifie mes rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon angle mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir une chose. Lorsque tu veux sortir donc de ton véhicule, tu dois t'assurer que cette manœuvre ne constitue pas un danger pour les autres usagers de la route. Dans le cas contraire, c'est ce qu'on appelle une ouverture intempestive de portière. Et c'est une infraction qui constitue une contravention de première classe. Donc tu es tenu pénalement responsable en cas soit de dommages matériels ou corporels. Pour éviter ça, c'est très simple. Tu dois d'abord effectuer tes contrôles sur tes rétroviseurs, donc rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur. Ensuite, tu dois également vérifier ton angle mort. Donc, les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 15. Devant cette entrée, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors déjà, avant de répondre à cette question, on va répondre à une question très bête. C'est quoi stationner et c'est quoi s'arrêter? Ça a l'air d'être bête comme ça, mais il faut le savoir. Alors, s'arrêter, selon le code de la route, c'est quoi? C'est avoir sa voiture immobilisée et être derrière le volant, ou bien à l'extérieur de la voiture, mais à proximité immédiate. Alors attention, proximité immédiate, ça veut dire proximité immédiate. Aller à la boulangerie ou remonter chez soi pour aller chercher quelque chose que vous avez oublié, ça, c'est pas proximité immédiate. Et donc, le stationnement, c'est quoi? C'est lorsque votre voiture est immobilisée et que vous n'êtes pas derrière le volant et que vous n'êtes pas à proximité immédiate. Alors, ici, est-ce que je peux stationner devant cette entrée carrossable? Eh ben non, j'ai pas le droit de me garer de stationner devant une entrée carrossable car c'est une infraction qui constitue une contravention de deuxième classe. Est-ce que je peux m'arrêter devant une entrée carrossable? Oui, vous pouvez vous arrêter devant une entrée carrossable. Donc, les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 16. Pour dépasser ces véhicules, je dois. Réponse A. Contrôler mes rétroviseurs. Réponse B. Signaler. Réponse C. Faire des appels de phare. Alors, devant nous, on a des véhicules en feu de détresse que je veux dépasser. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est fermer
contrôle. Donc, tout d'abord, contrôle du rétroviseur intérieur. Ensuite, contrôle du rétroviseur extérieur gauche. Et enfin, contrôle de l'angle mort gauche. S'il n'y a personne derrière sur cette voie, je mets mon clignotant gauche pour signaler et j'initie le dépassement. Ici, il n'y a aucune raison de faire des appels de phare. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 17. Pour porter secours à cette victime consciente, je dois: réponse A, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse B, vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie externe. Réponse C, lui donner de l'eau pour la réhydrater. Alors, lorsque vous êtes protagoniste ou témoin d'un accident avec dommages corporels, il y a 3 étapes à respecter, dans l'ordre. Tout d'abord, protéger. Ensuite, alerter. Et enfin, secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Ici, cette question porte sur la 3e étape, c'est-à-dire secourir. Donc, on ne reviendra pas sur l'étape protéger et alerter, que vous devez connaître les procédures pour chaque étape afin de pouvoir passer l'examen du code de la route. On n'en parlera pas aujourd'hui car ce n'est pas la question, mais il faut que vous connaissiez chaque procédure. Alors, concernant l'étape secourir, quelles sont les procédures à mettre en place? Alors, dans ce cas-là, il y a 2 cas. Est-ce que la victime est consciente ou est-ce que la victime est inconsciente? Dans le cas où la victime est consciente, il y a encore 2 cas. Est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est invalide? Alors, valide, ça veut dire est-ce qu'elle peut marcher? Invalide, ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher ou qu'elle ne peut pas bouger. Dans le cas où elle est valide, la première chose à faire, c'est de la déplacer hors de la chaussée, c'est-à-dire vers le trottoir. Ensuite, vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie externe. Une hémorragie externe, c'est du sang qui coule. On parle de beaucoup de sang, on ne parle pas d'une égratignure. Il y a beaucoup de sang qui coule, on applique une pression à l'endroit où ça coule. Le mieux avec quelque chose de propre. Si vous n'avez rien, ce sera avec la main. Ensuite, s'il n'y a pas d'hémorragie, il va falloir lui mettre une couverture de survie ou quelque chose de chaud, car quand on est victime d'un accident, on souffre d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps se refroidit. Et enfin, en dernier lieu, on vient parler à la victime afin de la garder consciente. Surtout, ne jamais donner de boisson ou de nourriture à une personne qui vient d'être victime d'un accident de voiture. Dans le cas où la personne serait invalide, mais consciente, on fait exactement la même chose. Cependant, on ne déplace pas la victime. Dans le cas d'une victime qui serait inconsciente, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et s'il y a une hémorragie, toujours la même chose, on applique une pression à l'endroit où le sang coule. S'il n'y a pas d'hémorragie,
on met la personne en position latérale de sécurité. Et enfin, on la couvre avec ce qu'on peut, le mieux étant une couverture de survie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours ». Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, question suivante. Question numéro 18. Dans cette situation, le véhicule blanc doit principalement contrôler. Réponse A, son rétroviseur intérieur. Réponse B, son angle mort gauche. Alors, pour répondre à cette question, tu dois d'abord connaître deux notions, celui du champ visuel et celui de l'angle mort. Alors, le champ visuel, c'est quoi ? Le champ visuel, c'est la portion de l'espace que tu vois avec tes yeux. En général, pour un être humain, le champ de vision binoculaire est d'à peu près 120 degrés. Un angle mort, c'est quoi ? L'angle mort, c'est la portion de l'espace que tu ne peux pas voir. Soit parce qu'il est hors de ton champ de vision, soit parce que ton champ de vision est obstrué par un obstacle. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans un véhicule, quand tu es dans un véhicule, d'abord tu auras ton champ de vision avant, ce que tu vois avec les yeux. Ensuite, tu vois autre chose aussi avec les yeux grâce au miroir, c'est-à-dire grâce au rétroviseur intérieur et extérieur. Grâce au rétroviseur intérieur, tu vois cette portion de l'espace. Et grâce au rétroviseur extérieur, tu vois cette portion de l'espace. Alors, tu verras bien ici que y a deux portions de l'espace que tu ne peux pas voir, à gauche et à droite. C'est ce qu'on appelle les angles morts gauche et les angles morts droit. Alors, il y a aussi d'autres angles morts un peu moins connus. Tu vois, dans ta voiture, il y a des montants. Et ces montants constituent un obstacle et donc vont obstruer ton champ de vision. Ils vont donc matérialiser des angles morts. Et aussi, tu vois, à l'arrière du véhicule, il y a deux petits points en fait qui ne sont pas couverts par les rétroviseurs. Ça aussi, ça constitue des angles morts. Je peux t'assurer qu'ici, s'il y a un vélo ou un tout petit scooter, selon le réglage de tes rétroviseurs extérieurs, tu ne le verras pas. Pour répondre à la question, la moto est située ici. Donc la moto, dans cette situation, elle est située sur l'angle mort gauche du véhicule blanc. Donc,
pour répondre à la question, le véhicule blanc doit principalement contrôler son angle mort gauche, car de toute façon, sur son rétroviseur intérieur, il ne le voit pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire le champ de vision n'est pas de 120 degrés, il est de 180 degrés, je l'ai vu dans une autre application. Alors, le champ de vision binoculaire, c'est-à-dire le champ de vision que tu vois avec tes deux yeux, est bien de 120 degrés. Vous pouvez ouvrir un livre de médecine, vous pouvez appeler votre ophtalmologue et lui demander, vous pouvez tout simplement aller sur Internet, ou même faire l'expérience chez vous. Mettez-vous à l'arrêt, regardez un point fixe devant vous, et vous verrez très bien que votre champ de vision n'est pas de 180 degrés. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au niveau de vos épaules, et c'est normal, vous n'êtes pas un hibou. Bon, après, c'est pas très important, c'est des petits détails techniques, mais scientifiquement, le champ visuel est de 120 degrés, champ visuel binoculaire, à l'arrêt. Question numéro 19. Je suis écomobile si. Réponse A, je roule moins vite pour consommer moins. Réponse B, j'utilise les transports en commun. Réponse C, je pratique l'écopartage. Réponse D, je désactive l'air conditionné dans ma voiture. Alors, cette question concerne le thème de l'environnement. N'oubliez pas, pour l'examen du code de la route, il y a 10 thèmes à connaître. Dans ce thème, on trouve les notions d'écomobilité. Alors, souvent, vous confondez écomobilité et écoconduite, qui sont deux choses différentes. L'écomobilité, c'est comment je me déplace, et l'éco-conduite, c'est comment je roule. Deux concepts différents. L'écomobilité, par exemple, c'est utiliser les transports en commun, pratiquer l'écopartage, pratiquer le covoiturage. Alors que l'éco-conduite, ça va être rouler moins vite, utiliser le frein moteur, désactiver l'air conditionné. Donc, ici, je suis écomobile si j'utilise les transports en commun et je pratique l'écopartage. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 20. La portée des feux de croisement est de réponse A, 30 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 100 mètres. Réponse D, 150 mètres. Alors, la portée des feux de croisement est de 30 mètres. Alors que, par exemple, la portée des feux de route est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Je suis en période probatoire. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 130 km/h. Réponse B, 110 km/h. Alors ici, comme les panneaux le montrent, on est sur autoroute.
Donc là également, je vous montre le document que vous retrouverez dans l'information qui indique les vitesses maximales autorisées selon les types de routes. Comme tu le vois, la vitesse maximale autorisée en période probatoire sur autoroute est de 110 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 22. Si je circule sans assurance, réponse A, je risque une forte amende. Réponse B, en cas d'accident, les victimes ne sont pas indemnisées. Réponse C, je dois rembourser les indemnités aux victimes en cas d'accident. Alors, déjà, ça c'est sûr, si tu circules sans assurance, tu risques une très forte amende. En cas d'accident, en fait, les victimes vont être indemnisées par le fonds de garantie des assurances. Par contre, toi, tu devras rembourser le fonds de garantie des assurances. Donc tu devras rembourser les indemnités matérielles et corporelles. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 23. L'ESP permet de corriger les écarts de trajectoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. Cette aide à la conduite est un équipement qui te permet de corriger la perte de stabilité au niveau de la trajectoire et de l'adhérence du véhicule. Il permet donc de corriger les écarts de trajectoire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je roule à 100 km/h. La distance d'arrêt est de réponse A, 100 mètres. Réponse B, 60 mètres. Alors, tu dois savoir une chose. Pour passer l'examen du code de la route, tu dois savoir calculer différents types de distances. Tu as la distance de sécurité, la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance d'arrêt sur sol mouillé et la distance de freinage. Donc, il faut absolument que tu saches les calculer, mais également qu'il y a certaines de ces distances que tu dois savoir estimer. Bon, on en revient à la question. Je roule à 100 km/h, quelle est la distance d'arrêt? Pour calculer la distance d'arrêt, c'est très simple. Tu prends le nombre des dizaines, ici 10, et tu le multiplies par lui-même. Donc 10 fois 10, 100. La distance d'arrêt à 100 km/h est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. La quantité d'alcool dans un verre de vin est la même que dans un verre de vodka. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour un probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de réponse C, 0,2 g par litre de sang. Réponse D, 0,1 mg par litre d'air expiré.
Alors, comme tu le vois sur cette image que tu retrouveras dans la formation, les verres d'alcool sont différents selon la nature de l'alcool. Tu vois bien, par exemple, qu'un verre de bière est beaucoup plus grand qu'un verre de vin. Hein, un verre de bière, c'est 25 centilitres, un verre de vin, c'est 10 centilitres. Par conséquent, en fait, il y a exactement la même quantité d'alcool dans un verre de vin que dans un verre de bière. Et cette quantité est de 10 grammes d'alcool par verre. C'est ce qu'on appelle des verres standardisés. Ensuite, pour la deuxième partie de la question. Pour un probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,2 g par litre de sang, qui équivaut à 0,1 mg par litre d'air. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Alors, par expérience, je sais que beaucoup de gens vont se dire « Ah, mais c'était une question piège ou c'était une question difficile. » Alors, je vous rassure, il n'y a pas de question piège et il n'y a pas de question difficile. Il y a seulement les gens qui connaissent leur code de la route et ceux qui ne le connaissent pas. C'est tout. Il n'y a aucun examinateur, il n'y a aucun moniteur qui s'amusera à vous faire des pièges ou rendre les questions difficiles. Ça n'existe pas. C'est tout simplement il vous manque des notions de base. C'est normal, vous êtes en train d'apprendre le code de la route, mais ça, c'est des notions de base. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que tu as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que tu n'as pas les notions essentielles. Voilà. Que tu as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, tu as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de ne pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, tu es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 26. Pour protéger la victime, il faut, réponse A, poser un triangle de présignalisation. Réponse B, déplacer la victime sur le trottoir. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous êtes témoin ou protagoniste d'un accident, il y a une procédure à suivre qu'on appelle le PA et qui nous dit comment intervenir. Alors ici, on est dans la protection d'une victime. Donc, comment protéger une victime? C'est très simple. Mettre un triangle de présignalisation 30 mètres avant la victime. Et s'il y a un véhicule, mettre le véhicule en feu de détresse pour prévenir les autres usagers. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Je dépasse le cycliste en laissant un intervalle de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors ici, comme tu peux le voir, on a un camion qui est garé à cheval entre la chaussée et le trottoir. Donc là, le cycliste risque de se décaler. Donc, ici, on ne dépassera pas le cycliste, peu importe l'intervalle de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Les usagers de trottinettes n'ont pas à respecter le code de la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors si, évidemment, même les piétons doivent respecter le code de la route. Tous les usagers de la route doivent respecter le code de la route. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 29. Ce témoin s'est allumé. Réponse A, je m'arrête dès que possible. Réponse B, je continue mon trajet. Alors, ce témoin indique donc une surchauffe du circuit de refroidissement. C'est le témoin le plus grave que tu puisses avoir dans une voiture, car il refroidit ton moteur. Donc, dans ce cas-là, on s'arrête dès que possible, en sécurité bien sûr. Surtout, on ne continue pas son trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Je viens de perdre 3 points suite à une infraction en période probatoire. Réponse A. Je vais recevoir une lettre 48N. Réponse B. Je suis dans l'obligation de passer un stage. Réponse C. Je récupère 2 points par an. Réponse D. Mon amende sera remboursée. Alors, durant votre période probatoire, la récupération de points est très particulière. Alors, par exemple, si tu perds 3 points, regarde bien ce document que tu trouveras dans la formation. Eh bien, tu recevras tout d'abord une lettre 48N. Cette lettre 48N te permettra de passer un stage qu'on appelle K2. Et c'est un stage obligatoire. Après ce stage, tu pourras récupérer tes points et être remboursé de l'amende. Par contre, peu importe le nombre de points que tu perdras durant ta période probatoire, tu ne pourras plus récupérer ces 2 points par an. Tes points vont rester figés. Donc ici, est-ce que je vais recevoir une lettre 48N? Oui. Est-ce que tu seras dans l'obligation de passer un stage? Oui. Est-ce que tu vas récupérer tes 2 points par an? Ben non. Maintenant, tes points sont figés. Tu ne récupéreras plus tes 2 points par an. Est-ce que mon amende sera remboursée? Bah oui, parce que tu seras dans l'obligation de passer un stage. Et quand tu auras passé ton stage, ton amende sera remboursée. Et tes points perdus, c'est-à-dire ici les 3 points, seront récupérés. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout ne te dis pas « Ah ben c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code ». Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors,
quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 31. Après ma période probatoire, je peux conduire une moto de 125 cm3. Réponse A, oui, après une formation pratique. Réponse B, non, je dois passer mon permis moto. Alors effectivement, après ta période probatoire, tu pourras conduire une moto de 125 cm3 après avoir passé une formation pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Je vérifie la pression de mes pneus. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, une fois par an. Alors, tu dois vérifier la pression de tes pneus une fois par mois. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. Je roule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici c'est évident, vous voyez bien qu'il y a une tempête de neige, que la visibilité est fortement réduite et que la chaussée est glissante. Donc ici effectivement on ne va pas rouler à la vitesse maximale autorisée, on va rouler à une vitesse adaptée. C'est quoi une vitesse adaptée? On roule comme on peut, à la vitesse à laquelle on peut rouler. Et même parfois, vous allez voir, cas très rare, vous allez être obligé même de vous arrêter. Tellement ça va être compliqué que vous ne verrez plus rien. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. Si je ne peux pas présenter mon permis lors d'un contrôle de police, je dois alors le présenter dans un délai de réponse A, 5 jours, réponse B, 10 jours. Alors, il peut arriver que lors d'un contrôle de police, tu n'aies pas tes papiers. Alors, sache que ton permis, tu pourras le présenter en général au commissariat sous un délai de 5 jours. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35.
Je roule à 100 km/h. La distance de freinage est de réponse A, 60 mètres. Réponse B, 70 mètres. Réponse C, 100 mètres. Réponse D, 150 mètres. Alors, à 100 km/h, la distance de freinage est de 70 mètres. Ici, je ne vais pas vous donner plus d'explications. Je vais vous laisser aller dans l'information pour ceux qui ne savent pas. Alors, attention, je répète, la bonne réponse est la réponse B. La distance de freinage est bien de 70 mètres. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a zéro erreur. C'est bien 70 mètres. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous là qui restent scotchés sur la réponse. Vous ne devriez pas. Si vous restez scotché sur la réponse, c'est vraiment qu'il vous manque des notions de base. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment
pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 36. L'utilisation du téléphone au volant. Réponse A, diminue le temps de réaction. Réponse B, est autorisée si je l'utilise comme GPS. Réponse C, constitue une contravention de 4e classe. Réponse D, entraîne un retrait de 4 points. Alors, l'utilisation du téléphone au volant est strictement interdite. Premièrement, elle augmente le temps de réaction. Elle ne le diminue pas, elle augmente le temps de réaction. On ne peut pas utiliser son téléphone au volant comme GPS. Si vous voulez utiliser votre téléphone comme GPS, il faut le programmer avant de conduire et ensuite ne plus le toucher quand vous êtes au volant. Vous n'avez pas le droit de toucher votre téléphone au volant. Ensuite, en termes d'infraction, c'est une infraction qui constitue une contravention de 4e classe et qui entraîne un retrait de 3 points et non de 4 points. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 37. La détention d'un gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, la détention du gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Dans le cas contraire, c'est une contravention de 1re classe et 11 € d'amende sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 38. Le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Pour en savoir plus, je vous dirige vers la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 39. La polyconsommation alcool médicaments augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, mélanger les drogues et les médicaments vont augmenter le risque d'accident sur la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, comme le montre ce document que vous retrouverez dans l'information, la fatigue est bien responsable de 1/3 des accidents
sur autoroute. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.